Cosa Vostra. Et on jauge vraiment la qualité d'un contenu à deux choses, le nombre d'interactions qu'il va pouvoir générer, et de l'interaction positive et constructive évidemment, et puis au taux de rétention. Combien de temps la vidéo, est-ce qu'elle a été regardée? Est-ce que les gens se sont arrêtés à 3 secondes? Est-ce qu'ils sont allés à 15 secondes? Est-ce qu'ils ont regardé 50% de la vidéo? Et c'est ce qui va vraiment donner une vision sur la qualité de nos contenus, l'engagement de nos communautés. Est-ce que nos contenus plaisent? Est-ce qu'ils sont consommés jusqu'au bout? Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir cette semaine de recevoir Claire Sassonia qui dirige tout le social media chez le groupe Reworld Media. Claire, bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors d'abord, avant de parler du social media, chez Reworld, quelques mots sur ton parcours. Tu viens du journalisme. Ouais. T'es journaliste à la base. Tout à fait. À la base. C'est important. Ouais. Je viens du contenu, moi. Voilà, exactement. Alors, je dis à la base, mais en fait, une fois qu'on est journaliste, on reste journaliste. Tu te considères toujours comme journaliste? Ouais, j'ai pas la carte de presse, mais aujourd'hui, mon métier, c'est de faire du contenu. Un petit peu plus que ça, de le monétiser aussi, mais la base... tu te sens toujours l'âme d'une journaliste? Bien sûr, l'éditorial, c'est ma passion. C'est important de le préciser. T'as fait tes premières armes chez auféminin.com. Alors non, D'accord, ça commence bien. Non. Si je te laisse corriger. J'ai fait mes premières armes au Journal des femmes, qui était le concurrent d'Au Féminin. Voilà, j'ai passé 2 ans là-bas avant d'intégrer Au Féminin. Et alors peut-être question un peu con, mais le Journal des femmes, ça existe toujours? Ouais, bien sûr. C'était Benchmark Group à l'époque, qui a été racheté par CCM, puis maintenant qui est au Figaro. Au Figaro, c'est Benchmark. Ok, bon, donc mes excuses, mais pas de souci. Voilà, c'est qu'on les voit pas énormément passer, donc il faudra peut-être justement que je... notamment sur le social, c'est pas... Voilà, il y a du travail, et donc après tes deuxièmes armes au féminin, tu es chef de rubrique, rédactrice en chef adjointe, puis directrice de contenu. Après une incartade donc chez Prisma dans le groupe Cerise. Exactement. En tant que directrice générale déléguée contenu et audience, et tu rejoins Reworld, tu reviens un peu au féminin. Exactement. En 2022. Fin 2022, j'ai intégré Reworld Media pour structurer tout le pôle social média. D'accord, et donc justement c'est ce dont on va parler parce que je crois qu'en 1 an et quelques ça a un petit peu évolué le social media. Ouais. Alors juste un chiffre, je crois que vous êtes passé en 1 an de 8 à 80 personnes. C'est ça, voilà. ouais. Ça donne un petit peu déjà une idée du rythme de l'année que tu viens d'écouler. Mais avant, est-ce qu'il y a 2-3 enseignements que tu pourrais partager sur ton expérience de grands groupes? Tu as fait quand même des grands groupes, Prisma, aujourd'hui Reworld. C'est quoi les quelques enseignements et puis quelques mots aussi peut-être sur les réseaux sociaux qui ont un peu évolué depuis le début de ta carrière? C'est des groupes avec des cultures différentes. Ce que j'en retiens néanmoins, c'est ce qui compte, c'est d'avoir toujours un temps d'avance sur la vision des usages en fait. Le contenu est au cœur de la stratégie, mais en fait à quoi le contenu va ressembler et comment est-ce qu'il va être consommé demain, dans 1 an, dans 2 ans. Et en fait, pour survivre et pour se développer, il faut avoir cette vision-là dans les grands groupes. Ce que je retiens aussi, c'est que en fait, on arrive à se développer et à croître quand on met vraiment l'expertise au cœur de la stratégie et de l'organisation. Et que l'organisation, finalement, elle s'adapte aux expertises métiers, aux besoins qui arrivent aussi de ses usages. Ouais, ça a pas mal chamboulé parce que j'ai pas fait tout l'historique, mais j'imagine que en 10 ans, ça a beaucoup plus évolué dans la rédaction, dans l'organisation des médias que les 30 années précédentes. L'arrivée quand même d'Internet, des réseaux sociaux, ça a
totalement chamboulé la manière dont il fallait s'organiser pour être performant. Complètement. En fait, il y a une multiplication des supports et des formats qui fait que, en fait, on a bougé les organisations tous les ans quasiment. Ouais. En fait, on est passé du SEO au social. Enfin, il y a 20 ans, on était sur le SEO, on faisait tous des articles optimisés pour les moteurs de recherche. Et là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Et en fait, il faut vraiment organiser les équipes par expertise et par support de diffusion. Et ça, les grands groupes le comprennent, l'ont bien. Et chez Reworld, vous êtes vraiment organisé comme ça. Chez Reworld Media, on est organisé comme ça. Et en fait, il y a un pôle dédié au social, un pôle d'expertise, qui est en fait un pôle miroir des rédactions print et digital, mais qui est en autonomie. Alors, en autonomie pas complète, parce que évidemment, il faut assurer une cohérence avec la ligne éditoriale. Donc on travaille vraiment avec les équipes digitales, les équipes print, les éditeurs en fait pour assurer la cohérence de marque sur le support social, mais on a une vraie expertise et une autonomie, on a des clés et comment est-ce qu'on décline ce positionnement éditorial avec la grammaire des réseaux sociaux. Ouais, ça doit être intéressant. Tu peux peut-être entrer, j'avais des questions sur Reworld, mais peut-être on peut quand même creuser ce sujet. Donc vous êtes en autonomie, mais il y a quand même les éditeurs qui sont là. C'est quoi? C'est des réunions que vous avez quotidiennement ou hebdomadaires pour dire voilà un peu ce qu'on veut faire et eux ils jettent un œil en disant c'est OK avec notre ligne, maintenant go? Exactement. En fait, on a des réunions qui vont être soit alors pas quotidiennes, il y en a au sein du social media, mais ça va être des réunions hebdomadaires ou mensuelles sur la stratégie, la vision stratégique, la feuille de route, le positionnement. En gros, on a des guidelines et puis nous, au social, on s'en empare et on se dit voilà à quoi ça va ressembler, cette vision sur le social, voilà comment on va l'adapter. Et on a des points d'étape, des points de validation, on a des réunions pour partager les performances, réorienter la stratégie. Et voilà, c'est assez agréable en plus d'avoir la vision de l'éditeur qui nourrit, qui nourrit, parce que sur le social, on gère un certain nombre de marques médias, mais on a besoin aussi d'une expertise et puis d'une caution de marque qui vient nous nourrir pour qu'on se différencie. Ouais, pour pas à un moment donné avoir une espèce de truc uniforme, un peu partout pareil, parce que ça représente justement combien de marques de social media chez Reworld? Reworld Media, c'est 80 marques. Néanmoins, toutes n'ont pas vocation à se déployer de façon très forte sur le social. Donc aujourd'hui, dans le département social, on doit en gérer une trentaine. D'accord. Donc sur une stratégie vraiment de création de contenu natif, essentiellement de la vidéo. Parce que, pour bien comprendre, c'est-à-dire que dans les 50 autres, il peut y avoir de la distribution de contenu sur les réseaux sociaux, mais qui ne soit pas pour autant du contenu natif, et c'est juste de la distribution... du relais de liens pour générer du trafic. Il y a 30 marques sur lesquelles il y a des vrais contenus natifs réseaux sociaux. Exactement. Okay. Avec de la production originale, des social media managers qui sont vraiment dédiés. Et donc, je le disais, il y a combien de 80 personnes qui travaillent au social? 80 personnes. On a un pôle qui s'articule en 3 sous-pôles. Ouais. Un pôle éditorial qui va être le pôle de social media manager et créateurs de contenu qui vont travailler sur toute la chaîne de production de contenu. Donc, ils pensent la strate sociale du média en accord avec l'éditeur, qui vont imaginer les contenus, les écrire, les incarner, les tourner, les monter. Ça peut aller jusque-là, et les diffuser, et qui après vont analyser les perfs et réorienter, ajuster. Vraiment sur toute la chaîne. Ils font toute la chaîne. On a une équipe vidéo qui est transversale, qui va travailler sur des projets qui nécessitent une prod un peu plus poussée. Donc une équipe vidéo avec des chargés de prod qui organisent les tournages, avec des vidéastes qui gèrent le cadrage, la réalisation, et des chargés de post-prod qui vont faire le montage, du motion, des choses comme ça. Et la troisième équipe, c'est l'équipe commerciale qui est en charge de la commercialisation de toute notre offre sociale. D'accord. Et qui sont dans ton équipe aussi? Ouais, alors ils font pas partie de la régie, enfin c'est... Pour une partie de nos marques médias, en fait, on a une équipe dédiée. C'est notamment pour nos 5 pure players qui sont nos marques Gen Z. On s'est dit que c'était intéressant d'avoir une équipe commerciale au plus près du produit. Ouais, parce qu'ils savent mieux en parler. C'est toujours le problème quand t'es gros derrière d'avoir un catalogue avec 80 marques. Là, en l'occurrence, t'es vite
perdu quand t'es un pure player un peu avec des spécificités. Donc là, il y a une équipe dédiée pour les 5 pure players Gen Z et qui ont en charge toute la monétisation de tous des produits, enfin donc du site et des réseaux sociaux de ces marques. Que des réseaux sociaux. Parce que réseaux sociaux. Alors, à l'exception de Melty, qui existe aussi en digital, mais sinon, ça va être des marques qui n'existent que sur le social. C'est Fresh, c'est Minute Buzz. Oui, il n'y a pas de site. Non, c'est ça. Donc, ouais, d'accord. Et donc, ils sont un peu en concurrence, non, parfois avec les commerciaux sur des mêmes budgets ou... Alors, c'est peut-être anecdotique, ça. Ouais, c'est comme comme dans tout groupe média, finalement, il y a de la concurrence. On a de la concurrence sur Au Féminin versus Gradia, ça peut arriver, des choses comme ça. Mais c'est un peu la vie. Tant que c'est une marque du groupe qui gagne. Exactement. c'est ce qui compte un petit peu. D'accord. Et donc toi, tu gères ces 3 pôles. Ouais. Donc pour le coup, il y a donc de l'édito, il y a du métier de la prod, il y a de la commercialisation. T'as un PNL. Exactement. Tu pilotes un PNL là-dessus. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, le journalisme, oui, mais pas que. Non, il y a une vision très entrepreneuriale. Ouais. En plus, dans le groupe, quoi, ce qui est quelque chose d'assez prégnant. Exactement. Du PNL. Il y a un portrait robot des followers aujourd'hui. Alors, je sais pas si, pareil, cette question a de sens tellement on a de marques. Mais... ouais, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que... C'est quoi les bassins d'audience, un peu de... Ça va être compliqué de te répondre parce qu'en fait, on a une telle diversité de marques. Tu vois, on a Psychologie Magazine qui a une communauté qui va être CSP+, plutôt féminine et plus âgée sur... voilà. Et puis, à côté, on a Fresh, par exemple, aussi Melty, féminin, voilà, Fresh, exactement. Plus féminin, beaucoup plus jeune. Et puis, qui va être sur des centres d'intérêt et des notions d'engagement, de valeur, qui va être beaucoup plus politisé comme cible. Donc, en fait, c'est assez compliqué de te faire un portrait robot. Ouais. Et en plus, ça va varier d'une plateforme à une autre. Ouais, c'est-à-dire que nos audiences, elles varient entre Snapchat, TikTok et Facebook. C'est pas forcément le même genre qui est dominant et c'est pas forcément le même âge, enfin les mêmes tranches d'âge. Donc en fait, on ajuste. Il faut ajuster. Ouais. J'ai dit, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, j'ai parlé de 80 personnes, mais il y a un autre 80, c'est 80 millions de followers que vous avez atteints récemment. J'ai vu passer un communiqué de presse. Donc, il y a 80 millions de followers donc répartis sur 8 plateformes de diffusion. Déjà, quand même, s'arrêter dessus, 80 millions, c'est quand même assez énorme. Ouais, c'est énorme. Vous êtes les premiers là-dessus. C'est peut-être un vanity metric, je sais pas, ça fait toujours plaisir. Non, mais ça fait plaisir. Et écoute, on est le groupe leader en France, en termes de volume de followers, de communauté. Et puis, ce qui va compter aussi beaucoup, c'est les vidéos vues. On est à 550 millions de vidéos vues par mois. Donc, voilà. 550 millions de vues. Ouais. Ça commence à être pas mal. Et c'est quoi, alors, justement, les KPI que tu suis? Il y a ça, donc le nombre de millions de... Alors, évidemment, on va suivre la taille de la communauté. On est là pour développer les audiences, bien sûr. Et les vidéos vues, puisque c'est vraiment le format roi, c'est la vidéo. Mais ce qu'on va regarder, ce à quoi on va être très, très attentif, ça va être l'engagement, bien sûr. Donc, on regarde beaucoup et on jauge vraiment la qualité d'un contenu à 2 choses, le nombre d'interactions qu'il va pouvoir générer et de l'interaction positive et constructive, évidemment, et puis au taux de rétention. Donc nous, on va regarder combien de temps la vidéo, est-ce qu'elle a été regardée, est-ce que les gens se sont arrêtés à 3 secondes, est-ce qu'ils sont allés à 15 secondes, est-ce qu'ils ont regardé 50% de la vidéo? Ça, c'est hyper important. Donc en fait, et c'est ce qui va vraiment donner une vision sur la qualité de nos contenus, l'engagement de nos communautés. Est-ce que nos contenus plaisent? Est-ce qu'ils sont consommés jusqu'au bout? Et quand tu as des volumes comme ça, tu regardes quoi? Toi, tu as un reporting, par curiosité, on a un reporting mais très moyen. Donc, on a un reporting hebdomadaire qui va être consolidé. Ouais. Mais après, en fait, marque par marque, moi, j'ai des équipes qui suivent. Marque par marque. Ils descendent de manière de plus en plus granulaire jusqu'à la vidéo, savoir si telle vidéo a marché ou pas. Quoi. Ouais, tout à fait. Mais toi, t'as quelque chose d'assez consolidé. Moi, j'ai quelque chose. T'es un peu détaché ou tu vois quand même passer des... Je suis tout. Tu suis tout. On se sent genre psychopathe, tu vois vraiment Non, franchement, je sais qu'en ce moment, Doctissimo surperforme sur TikTok. Enfin, je vois à peu près, pas mal de choses. Et tu le vois parce que tu discutes avec les équipes ou tu vas chercher les chiffres ou... Les deux. Les deux. J'aime bien être autonome et pouvoir aller voir une info si j'en ai besoin, aller moi-même chercher à la source, et en même temps j'ai des rapports hebdo, des équipes qui me...
Donc tu sais ce qui se passe et tu peux réagir assez vite. Exactement. Il y en a un qui va moins bien en ce moment. Donc Sissimo va bien, donc juste pour contrebalancer. Non, en ce moment... Par exemple, Minute Buzz, j'ai aucune idée, sincèrement, là, très honnêtement. Je sais pas du tout comment ça... J'en ai pas entendu parler depuis méga longtemps. Je suis pas dans la cible, probablement. Non, Minute Buzz, ça cartonne. En fait, on l'a repris, du coup, avec le rachat d'Unify il y a un peu plus d'1 an. Ça avait changé de nom, non ? Non. Ils n'avaient pas changé. En fait, c'était Vertical Station. Ouais, c'était l'ensemble des marques créées à l'époque. Donc il y avait Fresh évidemment, il y a Hero aussi qui est la marque pop culture. Donc voilà, et non, Minute Buzz n'a jamais aussi bien marché. On est sur un développement, c'est notre première ou deuxième marque sur TikTok. On doit avoir 700 000 followers. Ouais, mais c'est moi j'ai pas TikTok, tu vois, donc je suis vraiment pas dans la cible. D'accord. Voilà. Je sais pas, je suis dû te lire, je reçois la responsable du social media chez Reward. J'ai pas TikTok, je suis vraiment pas dans la cible, mais tant mieux. Et en l'occurrence, c'est TikTok, c'est un des relais de croissance. On parlait de 8 plateformes. T'as dit, elles sont toutes un petit peu différentes. TikTok, c'est effectivement un relais de croissance. C'est là où effectivement on monte des communautés très très vite, où on peut générer de l'interaction. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver la bonne cadence de publication, trouver les bons formats. Et en fait, TikTok, c'est assez gratifiant parce qu'on a un retour assez rapide, à la fois en termes de retour des communautés sur le contenu, en termes de retour sur les audiences. Donc ouais, aujourd'hui, TikTok, c'est un axe prioritaire pour nous. On a d'ailleurs signé un partenariat avec TikTok, un partenariat de monétisation de nos audiences. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, je pense, des contrats de partenariat. Non, je crois qu'il y a Brut qui l'a signé aussi. Voilà. Donc, tu sais, est-ce que c'est à partir d'un certain nombre de vidéos vues ? Ouais, est-ce que c'est en fait, c'est une audience et c'est en fait des thématiques que tu vas adresser sur tes. Enfin voilà, est-ce que ils cherchaient aussi des médias lifestyle thématisés et c'est vrai que c'est la force de Reward Media de pouvoir couvrir toutes les thématiques. Ouais. Sur 80, t'en as forcément quelques-uns qui collent avec ce qu'ils cherchent, évidemment. Et puis, c'est vrai, évidemment, effectivement, très lifestyle. Ça doit être plus difficile quand on est dans la hard news de performer sur TikTok. Et d'autres plateformes sur les 8, je sais pas si on peut les citer. Je sais même pas si j'arriverai à citer les 8, d'ailleurs. Alors, dans les 8, il y a YouTube, Twitch, Facebook, X, Pinterest, Insta, Facebook... que tu avais déjà dit, mais j'avais déjà dit. TikTok. Alors attends, TikTok, je t'ai dit Snapchat. Je crois qu'on a les 8. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a les 8. On a les 8. Et d'autres sont vraiment comme TikTok avec une grosse croissance. Twitch, j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins depuis 1 an ou 2. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment, tu vois, une explosion à un moment donné, une espèce d'exception française aussi. On était les premiers à faire autre chose que du e-sport, du jeu vidéo. Alors nous, on a les numériques, qui a un live quotidien sur Twitch, mais c'est très spécifique, c'est sur la tech avec des experts. En réalité, Twitch, ça demande un investissement très important puisqu'il faut faire du live tous les jours. Ouais. Donc, c'est des équipes dédiées à temps plein. Et en fait, la monétisation, aujourd'hui, elle n'est pas évidente. Donc, le ROI, il n'est pas là tout de suite. Donc, voilà, on doit aussi faire des choix à un moment donné. Ça reste du business, bien sûr. Voilà, et arbitrer. Et il y a 8 plateformes, mais évidemment, on a des focus particuliers, oui, sur Meta, bien sûr, TikTok aussi. Et TikTok, c'est grâce à votre partenariat. Sans ce partenariat, tu monétises quand même et ça rentabilise. Tu monétises en brand content. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, c'est là qu'on a notre premier levier de monétisation, c'est tout ce qui va être OPS. Ouais, tu saurais donner un ratio entre ça et la monétisation par les plateformes ? 10-90. D'accord, 90 OPS, le brand content, etc. Ouais, donc la monétisation directe, elle est plutôt sur YouTube. Elle est sur Facebook, Snapchat, YouTube. D'accord. Et pour les annonceurs, pour faire du brand content, eux, ils sont agnostiques en termes de plateforme. C'est en fonction de l'audience. Ils sont très méta. Et un peu TikTok. D'accord. Et tu passes ils ont l'impression, c'est une question de maturité de vos interlocuteurs, je pense que c'est une question de maturité. Je pense qu'il peut y avoir un peu de méfiance aussi vis-à-vis de TikTok. Avec tout ce dont on parle. Exactement. Meta, c'est un acteur qui est installé depuis longtemps. Donc Meta, il n'y a pas de sujet. Et TikTok, nous, globalement, on a des opérations qu'on déploie sur Meta et TikTok. Indifféremment. Il peut y avoir parfois aussi des annonceurs qui veulent pas de TikTok parce qu'ils pensent
que c'est que des ados ou des enfants qui sont sur TikTok, alors qu'on sait que l'audience, elle vieillit. Donc, en fait, ils se disent, non, on va se concentrer sur Instagram, Facebook. C'est plus rassurant. C'est plus rassurant et on va toucher une cible qui a un vrai pouvoir d'achat. Voilà. Ouais. Et TikTok, ils n'auraient pas intérêt à mieux communiquer là-dessus? Ils le font, mais... J'ai vu quelques pubs un peu dans le métro il y a quelques semaines ou mois. J'ai l'impression que c'est un peu léger. Ils communiquent de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a encore des idées reçues sur le fait que c'est des enfants, des ados, c'est vraiment la cour de récré TikTok. Alors que non, l'audience, elle vieillit, il y a du contenu de qualité, du contenu éducatif, Tu vois des belles choses passer sur TikTok? Il y a des usages qui sont intéressants de creuser? Là, il y a TikTok qui lance en France son fil dédié au contenu éducatif. Donc, pour valoriser l'ingénierie, les maths, les sciences. Voilà, moi, je trouve que c'est des initiatives qui sont hyper intéressantes. Ils ont lancé des compétitions de mode pour mettre en avant des jeunes créateurs qui se lancent. Donc voilà, il y a plein de choses, en fait. Il y a plein d'initiatives qui sont aussi des opportunités pour les médias de créer du contenu intéressant. Et ça, vous êtes... Vous arrivez à sortir, parce que en fait, je reste sur TikTok, il y a quand même une espèce de guerre de l'attention qui est assez violente. Partout. Partout, je dis TikTok, mais vraiment partout. Vous arrivez encore, c'est encore possible d'exister dans cette guerre de l'attention? Alors, on est de plus en plus nombreux, donc c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Ouais. Mais en fait, c'est justement pour ça qu'on doit aller chercher les meilleurs créateurs de contenu possibles, les social media managers les plus experts, parce que le vrai sujet, c'est le storytelling. Ouais. Et comment est-ce qu'on va raconter des histoires, comment est-ce qu'on va travailler nos vidéos pour maintenir une tension, pour accrocher l'utilisateur et pour maintenir une tension narrative jusqu'au bout de la vidéo. Ouais, et ça, c'est jamais gagné, c'est toujours challengé. C'est jamais gagné, c'est toujours challengé, les algorithmes, ils changent. Voilà, maintenant, si ton contenu, il est intéressant, a priori, ça va marcher, quoi. Ouais, il faut avoir un contenu intéressant. Il faut avoir un contenu intéressant. Et tu disais, vous travaillez avec des créateurs de contenu là-dessus, que vous contactez pour proposer des opérations parce que tu as un annonceur en face, ou d'abord tu vas voir le créateur de contenu, puis comment tu travailles là-dessus? On fait les deux. Alors, on fait des collaborations, on monte des programmes en co-création avec des créateurs de contenu qui ont envie de s'associer à notre marque média. Et on va travailler ensemble sur des programmes édito. Et puis, après, c'est des choses qu'on va pouvoir aussi aller proposer aux marques. Et puis, parfois, il y a des briefs et des annonceurs qui veulent qu'on leur propose des créateurs. Donc, voilà, ça va dans les deux sens, en fait. Ouais. Mais nous, les créateurs de contenu sont clairement au cœur de notre stratégie. C'était le cas avant, c'est nouveau, c'est toi qui as apporté ça? C'est nouveau, c'est arrivé, depuis 1 an, quoi. D'accord, donc c'est plus votre contenu, vos journalistes. En fait, on a un mix. Non, on a un mix des deux, et en fait, on fait ce move aussi où nos journalistes, on veut en faire des créateurs de contenu. Donc, qu'ils soient identifiés, qu'ils incarnent jusqu'au bout dans des formats immersifs. Ouais. Voilà. Donc, on fait ce move-là pour essayer de faire converger les deux mondes, en fait. Et ils suivent. C'est vous, parce que c'est pas dans tes équipes, là, pour le coup, on parle de gens de la rédaction. Non, c'est dans mes équipes. C'est quand même dans tes équipes. Dans mes équipes, ouais. Et tu vas pas chercher des talents dans la rédaction. Dans la rédaction, il y a aussi des talents qui peuvent participer s'ils sont volontaires, s'ils ont envie. Ouais, ils peuvent émerger et dire, tiens, ça m'intéresse d'aller voir, un peu du fast cam et de tester des choses. Sur Gradia, on a une journaliste mode qui couvre les défilés, qui incarne, En même temps, moi, j'ai l'impression que c'est un super moyen de se développer un peu sa marque perso, même si le terme peut être parfois un peu mal vu, mais je trouve ça plutôt cool. Puis c'est là où il y a de la croissance, où il y a de l'audience. Voilà, moi, je trouve ce move plutôt intéressant. Et donc, vraie stratégie de créateur de contenu, parce que ça vous permet de multiplier les contenus et vis-à-vis des marques, c'est quelque chose qui marche bien. Pourquoi cette stratégie, le mettre vraiment en objectif? Parce que on a besoin d'incarner, parce que en fait les créateurs de contenu, ils ont aussi une expertise, ils sont connus. Oui, ils ont une communauté. Ils ont une communauté, donc en fait ils viennent enrichir. Mais après, attention, on a aussi nos propres créateurs de contenu en interne qui incarnent nos marques et qui sont identifiés. Oui, c'est pas que des partenariats. Non, c'est pas que des partenariats. Non. Qui sont dans la maison. Ouais, exactement. Qui sont dans les collaborateurs de l'équipe sociale. En fait, on a des créateurs de contenu. C'est le terme, en fait, créateur de contenu. Effectivement, t'imagines tout de suite un peu un influenceur. Exactement. Voilà, c'est pas vraiment la même chose. Non, c'est pas vraiment la même chose.
Ok, il peut y avoir des partenariats, mais il y a des créateurs de contenu en interne qui sont connus, réputés et qui font partie du média. Sur les formats, c'est quoi les formats de prédilection les plus plébiscités sur les réseaux sociaux? T'as dit évidemment la vidéo de base. Oui, la vidéo. Alors, évidemment, la vidéo. Voilà, une fois qu'on a dit mais ça. voilà, comment est-ce qu'on va un peu plus finement dans la vidéo? Je pense que ça a échappé à personne. Ça fait 5 ans qu'on a du format face cam, fond quadricolore. Ça marche encore. Ça veut dire quoi, fond quadricolore, pardon? Tu sais, tu vois, Toi, t'as vraiment pas TikTok? Non, j'ai vraiment pas TikTok. Alors, je vois le terme quadricolore, mais... Non, mais tu vois, tu peux interchanger des fonds de couleurs. T'as des fonds jaunes, t'as des fonds rouges, t'as des fonds bleus. C'est vraiment un fond de couleur pour donner un peu sa marque. Ouais, ça donne une identité. Souvent, tu changes de fond selon le format, le programme que tu as. Tu vois, t'as un programme d'interview, tu vas mettre un fond bleu. T'as un programme, je sais pas, un tuto, tu vas mettre un fond rose. C'est une manière d'indiquer son plan de rubricage. Ouais, un peu. Exactement. Et puis de définir l'identité du média, enfin la charte graphique du média, elle va jusque dans le choix des couleurs, des fonds. Donc pendant 5 ans, c'était un peu le format star du face cam fond de couleur. Et puis là, en fait, depuis 1 an, on a un vrai move. On sort des studios, on va sur du format immersif, embarqué, à vocation plus journalistique et plus documentaire, où on va faire vivre des expériences à nos communautés. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la tendance que je vois. C'est intéressant, en fait, c'est une espèce de maturité, en fait, on sort, on s'ouvre un peu plus au monde. On s'ouvre au monde. On sort de sa chambre quelque part. On sort de sa chambre. En fait, on a beaucoup fait venir les invités en studio, et notamment sur des formats témoignages. On va raconter des histoires singulières. Et en fait, aujourd'hui, on va dans la vie de ces gens-là et on va les suivre dans leur quotidien. D'accord. Voilà, typiquement. Après, il y a les formats qu'on voit partout, les micro-trottoirs. Il y a vraiment des tendances. Il y a vraiment des tendances. Et tu vois, il y a quelques mois... On voyait partout, t'habites où, tu peux montrer ton appartement, et puis on suivait. Voilà, il y a des trends en fait. Ça dure 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, et puis après ça s'essouffle et on passe à autre chose. Et vous, un des enjeux, c'est de repérer rapidement ces trends et de proposer ça en contenu natif pour le média. Exactement. Et peut-être à un annonceur en disant essayez d'être suffisamment tôt pour pas être en retard, quoi. Pour pas arriver après la bataille. Voilà, tout à fait. Ce qui est un peu compliqué. Et tu dis, c'est des trends qui durent 1 mois. Ça peut durer plus. Non, alors il y a les trends sur TikTok qui vont durer quelques semaines. Et après, il y a des tendances de format qui peuvent durer 1 an, 2 ans. Mais ça s'essouffle, il faut se renouveler. Tu dis, il y a une bataille de l'attention. C'est vrai, en fait. Et parfois, on revient aux sources. Donc c'est des cycles aussi. Là, un des formats aussi qui est roi sur les réseaux sociaux, c'est le story time. On te raconte une anecdote, il m'arrive un truc de ouf, voilà, et on te raconte l'histoire, ça s'étire, ça dure longtemps. Voilà, ça cartonne. Donc voilà, il y a plein... Et comment tu repères tout ça? Toi, tu as une équipe ou tu as des études où tu fais appel ou c'est juste parce que vous avez le nez dedans en permanence? Moi j'ai des équipes qui ont les réseaux sociaux dans le sang. Ils ont des téléphones greffés à leur avant-bras. Et en fait, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Pour le coup, tu peux pas les engueuler, toi, non. Tu les vois aller sur TikTok, quoi. Non. Ça, c'est pratique. Ouais, donc eux alimentent en permanence et sont dedans, quoi. Ouais, en fait, ils sont dans la... C'est quoi la moyenne d'âge de l'équipe? Je sais pas, 23 ans. Ouais, c'est jeune. Ouais, 23 ans, c'est hyper jeune, quoi. Ouais, c'est jeune, effectivement, mais en même temps, ça permet d'être à la pointe de la tendance des formats qui fonctionnent. Ouais. Exactement. Je m'étais un peu parlé d'industrialisation et de ROI. Alors désolé, j'ai la voix un peu non pas cassée, mais c'est que je me suis étranglé en buvant de l'eau, tout simplement. Et c'est pas que sur l'âge de tes équipes, ça m'a fait m'étrangler. Savoir si vous aviez développé de la tech pour industrialiser, parce que là on parle tu disais 550 millions de vidéos vues, je sais pas combien de vidéos produites, mais comment est-ce que vous gérez ça d'un point de vue techno, à quel point vous avez industrialisé tout ça, ou est-ce que c'est encore un peu à la main quand on descend dans les équipes? Non, alors en fait, ça reste quand même un travail humain. On utilise des outils pour faciliter la production. Donc en fait, on a un directeur vidéo qui est vachement à la pointe sur tous les process pour
fluidifier le travail et ouais, gagner le du temps. workflow de montage. Exactement, workflow de montage, l'organisation. Donc ça roule bien. Et puis après, on va travailler avec des outils pour gagner du temps, avec un peu d'intelligence artificielle, notamment on teste par exemple de la traduction dans d'autres langues de nos contenus avec l'interprétation aussi. Donc on utilise l'intelligence artificielle pour ça. On essaye de gagner du temps aussi sur de la génération d'images ou de décors. Finalement, ça aussi, tu vois, ça permet d'industrialiser un peu. Nous, on teste un outil, alors j'ai plus le nom en tête, mais qui permet, à partir d'une vidéo ou d'un podcast, de sélectionner les meilleurs extraits, les plus pertinents, et puis après, selon un template, d'en faire des petites vidéos, des shorts, etc. C'est des choses que vous avez? Ça, non, en fait, on reste sur un travail humain, en fait. De sélection des bons contenus. Ouais. Après, ça m'intéresse que tu me partages ta solution. Mais c'est vrai qu'il y a un regard humain, tu vois, quand même, sur quel est le meilleur passage, à quel moment on va avoir une vraie émotion. Ouais. Et ça... l'humain le fait bien pour... Ouais, l'humain le fait bien. Écoute, je te dirai, je te retrouverai l'outil. Après, je veux pas remplacer des humains par des machines, mais ça permet ça permet d'accélérer, de leur donner du temps sur peut-être d'autres missions avec une plus forte valeur ajoutée. La création de contenu, par exemple. Exactement. Ils peuvent du coup partir en reportage. Enfin, voilà. Ouais. Et justement, donc partir en reportage, on revient un petit peu en arrière, mais ça, c'est des choses qui se font de plus en plus. Ouais. Oui, bah oui. Sortir. On sort. On couvre toutes les Fashion Week. On va, justement, on parlait de Doctissimo, on va à la rencontre des patients pour passer 24 heures avec eux et découvrir ce que c'est que vivre avec une sclérose en plaques, par exemple. Ouais. Donc, oui, on sort des studios. Là, tu vois, il y a Cannes Série qui commence. On va couvrir Cannes Série pour Gradia. Ouais, Vous êtes sur le terrain. On est sur le terrain. En fait, on a un mix de studio et de terrain. D'accord. Et je reviens encore en arrière, mais ces équipes-là, elles ne font pas concurrence avec la rédaction qui elle-même va aller... comment est-ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord en disant, tiens, à Cannes, tu sais, à un moment donné, il y a cette histoire où il y avait BFM Paris, il y avait BFM National, et plusieurs équipes qui étaient un peu en concurrence pour couvrir les mêmes événements. Il n'y a pas un risque à un moment donné C'est un gros travail de coordination. Donc, il faut qu'on communique, on se coordonne. Et en fait, on n'est pas en concurrence parce que la rédaction peut y être, mais en fait, le support vidéo, le format vidéo, c'est nous qui le faisons. Donc, en fait, on fera d'autres choses. De base, c'est vous qui faites la captation vidéo. Ouais, c'est vraiment le social qui porte la vidéo. D'accord. Ok, donc vous êtes a priori sur tous les événements. Ouais. À partir du moment où il y a de la vidéo, c'est nous. Ok. Est-ce qu'on pourrait après imaginer qu'il y a un retranscript et que ça puisse créer des articles, bien textes sûr. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est mis en place, c'est-à-dire que nos formats vidéo qui sont sur les réseaux sociaux sont également diffusés sur les sites avec l'article, la retranscription. Ouais, bien sûr. Donc même une vidéo peut avoir vraiment plein de vies différentes. Exactement. Ouais. Et tu vois, on parlait de cohérence de marque sur tous les supports. Ouais. Justement, voilà, ce qui est sur les réseaux sociaux, tu le retrouves sur le site. Ouais. Et tu peux retrouver les mêmes vidéos sur les réseaux sociaux. Ce que je dis ça, parce que j'avais eu un invité du Monde qui me disait que les plateformes étaient considérées pareilles dans le type de post parce qu'elles se ressemblent. Alors, on était sur de la Hard News, on parlait c'était Le Monde. Vous, non, c'est pas... En fait, ça a nuancé parce que Snapchat va avoir ses spécificités, TikTok va avoir ses spécificités. En fait, ils ont tous leurs spécificités, mais finalement, la concurrence entre eux fait qu'ils ont tendance à tous se copier et se ressembler au final. Donc, finalement, TikTok est arrivé et a un peu donné le ton sur les formats courts. Donc, voilà, mais en même temps, maintenant sur TikTok, on peut poster des carousels comme sur Instagram. Donc, et en fait, à la base, de temporalité. Exactement. Et on se disait, non, mais TikTok, c'est full vidéo. On a tenté de poster quelques carousels comme ça pour voir, ça marche hyper bien. Donc en fait, il faut pas non plus avoir trop d'idées arrêtées et préconçues parce qu'en fait, on est tout le temps surpris. Ouais, entre l'innovation, se copier, etc. La vérité d'un jour n'est pas forcément... celle de demain. Celle de demain. Ouais.
Ça, c'est la joie des réseaux sociaux. Exactement. Écoute, on s'endort jamais. Hein. Ouais, non, j'imagine. Essayer de comprendre comment fonctionne l'algorithme, les changements qui sont jamais communiqués. Vous êtes bonne relation avec les plateformes ? Ouais, on leur parle. C'est toi qui gères la relation ? Ouais, on leur parle quasi tous les jours. Et oui, on a de bonnes relations. Bah, justement, je te parlais de TikTok, mais en gros, tous les projets qui lancent, en fait, on discute avec eux comment est-ce qu'on peut s'associer à cette fashion compétition. Enfin, voilà. Donc, on discute avec eux. Meta, pareil. Snapchat également. On a de bons rapports avec eux. Pinterest aussi. On est en train de lancer un test avec eux sur le social shopping. Enfin, alors, vraiment, je veux pas cracher sur Pinterest. J'aime bien, par ailleurs, titre perso, tu vois, pour le coup. J'ai quelques tableaux. Quand tu bricoles, c'est pas mal. Mais il y a du monde sur Pinterest ? Alors ouais, il y a du monde. Les audiences sont assez importantes. En fait, Pinterest, l'usage est vraiment complètement différent. Et en fait, c'est plus qu'un réseau social, c'est presque plus un moteur de recherche. En fait. Ouais, d'inspiration. Ouais. Exactement, d'inspiration. Donc, nous, on le travaille des deux façons. C'est aujourd'hui intégré dans le pôle social média parce que, notamment, on va sur de la vidéo, parce que on teste des choses. Mais c'est plus une approche moteur de recherche, effectivement, SEO, quoi. Ouais. Mais oui, Pinterest, ça marche, et notamment sur des thématiques inspirationnelles et servicielles. Tout ce qui va être maison, habitation, inspiration, mode beauté. Ouais. Mode beauté, ouais. D'accord. C'est vrai qu'on en parle assez peu, en fait. Donc, je le vois toujours comme un truc qui résiste un peu, qui est là, mais je vois pas passer vraiment les équipes. Non, mais tu vois, faut pas oublier qu'on a Marmiton, mais sur la food, Pinterest, c'est quand même important. Ça marche bien. Voilà. Donc, moi, ça permet de reparler un petit peu de Pinterest. La data, on en a un petit peu parlé. Comment tu la suis ? Donc, il y a un reporting, mais c'est un enjeu important. C'est piloté comment, la data, au quotidien ? Oui, alors, on a des outils, déjà. Ouais. On s'est outillé pour avoir des rapports consolidés, parce que quand on a 80 marques médias, tu multiplies par le nombre des marques qui peuvent avoir différents comptes, et puis tu multiplies par le nombre de plateformes. T'imagines le truc. Imbitable. Voilà, donc on s'est outillé aussi pour avoir un outil qui agrège tout ça. C'est quoi comme outil, si tu... C'est Sherpai. Et voilà, il est souvent cité. Ouais, ça nous aide beaucoup. Ouais. Ça nous aide beaucoup au quotidien, et ça nous permet d'avoir des rapports consolidés, et puis d'aller chercher aussi une data à un moment donné. Tiens, je voudrais connaître le taux d'engagement sur les contenus beauté sur cette marque ou sur plusieurs marques. Tu l'as tout de suite. Et ça, tu l'as tout de suite. C'est précieux. Et c'est hyper intéressant, en fait. Si on se projette un peu dans le futur, c'est quoi les priorités pour le social media chez Reworld ? Là, je dirais que, en fait, on travaille sur la perf. Je t'ai parlé du social shopping, mais en fait, c'est avoir une offre de contenu qui répond, en fait, à ce nouvel enjeu qui est le shopping. TikTok fait un vrai move vers le shopping, Pinterest aussi. Voilà. Comment est-ce qu'on peut accompagner, voire devancer, en fait, ce nouvel usage pour avoir l'offre de contenu qui répond à ce besoin-là? Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Comment vous placeriez dans l'écosystème? C'est accompagner des marques, c'est lancer vous-même du e-commerce? Pour l'instant, on n'est plus sur comment est-ce qu'on va accompagner les marques pour aller générer des visites. Ouais, exactement. Du content to commerce. Du content to commerce, mais sur le social média. D'accord. Tu parles avec Jérôme Ducas là-dessus, ouais. qui est responsable content to commerce du groupe. Ouais, on travaille main dans la main. Ouais. C'est des gros enjeux, ça. Hein. Ouais, c'est des énormes enjeux. Et on en parle beaucoup, mais c'est concrètement, les annonceurs sont prêts, sont demandeurs, il faut leur montrer encore que ça marche? Il faut leur montrer que ça marche. En fait, je pense qu'ils en sont encore à l'étape du digital. Donc, on fait des articles SEO avec des liens d'affiliation. Et en fait, sur le social, il y a l'influence qui le fait. Ouais. C'est assez développé sur l'influence. Mais donc, il faut que nous, médias, on ait une véritable offre, et c'est ce qu'on travaille sur des médias qui sont très pertinents, comme Au Féminin, Grazia, pour que ça peut fonctionner. A priori, sur le papier, elles sont hyper bien positionnées. Et le live shopping, on a parlé beaucoup de live shopping. Est-ce qu'en France, ça prend? Non.
En France, ça prend pas. Non, en France, ça prend pas. Instagram a arrêté la fonctionnalité de live shopping l'année dernière, il y a 1 an. Donc, preuve est que ça prenait pas. Tu saurais dire pourquoi? Est-ce que c'était une tendance qu'on sent vraiment... En fait, ça cartonnait en Asie, ça marchait plutôt bien aux États-Unis. Et en fait, le marché français est peut-être un petit peu moins... frileux, plus frileux. Plus frileux. Non, mais je pense que les Français sont peut-être un peu moins des acheteurs compulsifs, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça le live shopping. C'est tu vois un truc et tu veux l'acheter tout de suite. Ouais. Après, franchement, je vais pas m'avancer parce que c'est des questions qui sont... Mais ça n'a pas du tout marché, ouais. Écoute, je vais pas dire tant mieux ou pas, en fait, c'est un peu con. Mais c'est vrai que j'ai vu certaines vidéos, je trouvais ça un peu choquant de voir... l'argent qui était fait en quelques minutes par des gens qui étaient capables en live de vendre comme ça, je disais, putain, c'était assez dingue. Et effectivement, j'ai des articles comme quoi en France, ça prenait pas. J'avais pas trop d'explications. Ouais, je sais pas si on a une culture comme ça de l'achat sur un coup de tête ou pas. Bon, écoute, à suivre. En tout cas, encore une fois, ce que tu disais, c'est que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Exactement, dans les réseaux sociaux, ça et nous, peut bouger très vite. Ce qui nous semble plus intéressant, c'est le social shopping. Donc, c'est comment tu crées des formats qui vont être prescripteurs de produits qui te rendent un service, etc. Et pour, donner envie aux consommateurs éventuellement de l'acheter. Pour poser la question, les créateurs de contenu, eux, dans ton équipe, sont très à l'aise pour faire ça. Ils n'ont pas l'impression, tu vois, il y a toujours ces questions, je suis journaliste, je veux pas faire de choses mercantiles et compagnie. Là, on est en plein dedans. En même temps, c'est un modèle qui marche bien. Vous, ça pose pas de problème. Non, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Non. C'est pour ça aussi que les équipes sont séparées. C'est peut-être plus simple nativement quand tu as 20, 23 ans. Je dirais que même dans les autres équipes, c'est pas forcément un sujet. Enfin, les modèles économiques, ils sont quand même pas mal bougés. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est bien d'intégrer que, il faut de la publicité. C'est ça notre contenu, il est gratuit. Hein. Ouais. Donc, en fait, et puis, en fait, on est sur une génération de jeunes gens qui consomment du contenu sur les réseaux sociaux fait par des influenceurs qui sont rémunérés comme ça. Enfin, donc, et puis ils le savent maintenant, ils quelque le part. savent. En fait, ils le savent. Il n'y a pas de secret. Et c'est ancré aujourd'hui dans les habitudes de consommation de contenu. Ouais, je suis assez d'accord. Et ça marche bien ou vous misez beaucoup dessus ou vous en êtes où? Sur le social shopping en termes de résultats En termes de résultats, on a des bons résultats. Ouais, en fait, on voit qu'on arrive à driver du trafic sur des sites de e-commerçants. En fait, la clé, ça va être de trouver le bon produit à mettre en avant et la bonne façon de le raconter et de le prescrire, quoi, en fait. Et comment vous le vendez, ça? Vous pourriez faire des trucs à la perf? Oui, on peut faire des trucs à la perf. Ce qu'il faut, c'est quand même à un moment donné financer la création de contenu. Et après avoir un modèle à la perf. Mais on peut imaginer. Ouais, c'est en fonction de donc vous êtes suffisamment serein sur certains produits, sur certaines opérations en disant ça va cartonner, je peux m'engager sur de la perf. Oui, et puis de toute façon, on crée aussi du contenu aujourd'hui où il n'y a pas de retour sur investissement direct, mais en fait, ça fait partie des contenus qu'on doit créer pour inspirer nos communautés, pour leur rendre service. Donc, en fait... Oui, c'est presque dans votre ligne aussi. C'est aussi dans notre ligne éditoriale, en fait, de faire de la prescription, de la recommandation, shopping, etc. Donc, pour nous, c'est pas forcément un problème. Non. Tu peux très bien le faire, et même s'il n'y a pas énormément de pertes derrière, c'est quand même du contenu que tu fais, qui sert la communauté. Exactement, qui alimente ta ligne éditoriale, qui alimente ta communauté, qui lui rend service. Écoute, très clair. Donc, priorité future, voilà, un peu travailler tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire, mettre en place? Je pense que cette année, tu as eu pas mal de boulot. Hein. On redit passer de 8 à 80. C'est pas rien, il doit y avoir un peu de RH. Mais c'est quoi tes futurs grands chantiers? Les chantiers, en fait, là, on a lancé un média la semaine dernière qui s'appelle Icon. D'accord. Je suis désolé, je l'ai pas vu passer. Tu l'as pas vu passer. Mais donc, t'as le micro pour nous en parler. Non, mais en fait, Reworld a lancé un magazine papier qui s'appelle Icon, qui est un magazine masculin très premium. Et donc, côté social media, on a dû lancer la déclinaison sociale d'Icon. De zéro. De zéro. Donc là, on est à 20 000 followers en un mois. Donc, on est plutôt content. Donc voilà, donc ça, déjà, c'est développer cette marque et son existence sur le social. Voilà, et des projets... Il y en a à l'appel. Et c'est le premier média
homme, un peu très masculin? Parce que c'est vrai qu'on a parlé quand même beaucoup de choses plutôt féminines. En fait, oui, dans nos audiences, on a pas mal de médias féminins. Et après, on a des médias thématiques, donc qui vont peut-être avoir... il y a malheureusement, ça va être encore un cliché, mais oui, Auto Plus, ça va être plus masculin. Voilà, les médias sport aussi. Mais un vrai masculin assumé, Icon, c'est le premier. C'est bien, ça change un peu, ça fait découvrir des nouveaux univers. Ouais, non, mais c'est super. Bah ouais, puis des nouveaux annonceurs aussi, etc. Ça complète. Bon, bah écoute, merde pour le. Alors le lancement est fait, en l'occurrence, t'as déjà 20 000, donc je vais pas dire pour le lancement, mais que ça continue de grossir. Il est réussi, et puis voilà, on va continuer à se développer. Puis lancer du print en 2024, c'est quand même pas rien. Exactement. Dernière question, un peu le gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Un truc cool. Ça peut être un média que tu suis, un compte peut-être, tu vois, un peu innovant que tu trouves vraiment en disant putain ça c'est pas mal, une expo, un film, un livre, ce que tu veux. Ouais. Moi, j'aime bien le conte L'Esprit Critique. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Voilà. En fait, j'ai toujours l'impression d'apprendre un truc. Je trouve ça hyper intelligent, très pédagogique, et voilà, de nous montrer en fait, parce qu'en plus les réseaux sociaux, c'est un conte qui décortique en fait les biais de pensée sur les discours politiques, les buzz médiatiques. Et en fait, nous dans les réseaux sociaux, on y participe aussi. Bien sûr. Et en fait, avoir ce recul et la façon aussi de déconstruire tout ça, je trouve ça hyper bien fait et toujours très intéressant. Voilà, et c'est intéressant effectivement d'avoir cet autre pendant qui explique un petit peu les biais qu'on peut avoir aussi. Je mettrai le lien vers le compte dans les notes de l'épisode. Écoute, merci Claire. Merci François. C'était hyper intéressant de plonger un peu dans le social media. Bravo pour encore une fois ce travail abattu et toutes ces marques. Et puis on se revoit dans un an quand vous serez, 250 au social media avec 160 marques. On ne vous arrête plus. Avec plaisir. En tout cas, bravo et merci à toi et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.